Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur KG Code. Aujourd'hui, je vais sortir un peu de ma zone de confort. Donc, on va pas parler de Kubernetes, mais on va toujours parler quand même de la tech, voilà. Donc, j'ai eu l'idée de cette vidéo-là après avoir finalisé ma deuxième ou troisième lecture de ce livre-là, de Outlier. Donc, c'est un livre que j'avais déjà lu il y a 4 ans et que j'avais encore lu déjà il y a 6 ans. Et je l'ai relu cet été, voilà. Et je l'ai juste fini il y a pas longtemps, là, etc. Voilà. C'est un livre qui s'appelle The Outlier qui a été rédigé par Malcolm Gladwell. Donc voilà, c'est un livre en fait qui permet de comprendre pourquoi certaines personnes réussissent beaucoup, notamment les outliers. Les outliers, c'est des personnes en fait différentes. Donc pourquoi qu'est-ce qui fait que certaines personnes réalisent des choses exceptionnelles. Sans entrer dans les détails du livre, en fait, Monsieur Galtwell, qui est un journaliste, en fait, lui, sa théorie, c'est que si tu fais 10 000 heures dans n'importe quel domaine, en fait, tu vas devenir exceptionnel, en fait. Donc c'est de lui que vient la fameuse théorie des 10 000 heures, qui dit que n'importe qui, au bout de 10 000 heures sur un domaine, va pouvoir exceller, en fait. Voilà. Je me suis donc posé la question, au-delà de ces 10 000 heures-là, voilà, au-delà de la pratique régulière d'une activité, etc., qu'est-ce qui, concrètement, dans l'informatique, caractérisait les personnes exceptionnelles avec lesquelles j'ai travaillé? Moi, ça fait presque 15 ans déjà que je travaille, plus de 15 ans déjà que je travaille dans l'informatique, notamment dans l'industrie tech française. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans les meilleures entreprises françaises, donc dans les très grands groupes et dans différents secteurs, que ce soit dans le retail, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le e-commerce, que ce soit enfin, dans différents secteurs j'ai travaillé. Donc j'ai pu collaborer dans les projets chez Thales, chez Accor, chez Médiamétrie, enfin, la liste est assez longue en fait. Et durant ce parcours-là, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient plus ou moins expérimentées et plus ou moins exceptionnelles. Voilà. Et dans cette vidéo-là, je vais essayer de vous donner, ressortir le pattern commun que j'ai retrouvé entre ces personnes-là. Qu'est-ce qui faisait que certaines personnes étaient exceptionnelles? Qu'est-ce qui faisait que certaines personnes brillaient plus que d'autres en fait? Donc l'idée de cette vidéo-là, en fait, c'est de pouvoir vous donner un pattern commun. Allez, on va dire 10 attributs communs que j'ai retrouvés chez les personnes qui, moi, m'ont personnellement marqué par leur capacité à aller à faire ce que les autres n'arrivaient pas à faire, à être plus brillantes que d'autres. Et je précise que c'est dans le microcosme de l'informatique. Je ne vais pas donner de nom, mais je vais juste vous donner en fait 10 ou 15 ou 10 attributs qui pourraient peut-être vous aider aussi à pouvoir, au-delà des 10 000 heures, pouvoir mettre en pratique ces petits patterns-là qui vont peut-être vous aussi vous permettre d'être exceptionnel, que ce soit dans l'informatique, puisqu'on parle d'informatique dans ces chaînes, ou dans les autres domaines de votre vie. Donc, on lance le générique et on se retrouve pour le détail de la vidéo. Avant de continuer la vidéo, je souhaitais vous présenter le dernier logiciel que ma société HKTech a développé. C'est le logiciel EasyQuiz. EasyQuiz.ai. EasyQuiz.ai, c'est un logiciel simple, intuitif qui s'adresse aux recruteurs, aux formateurs, aux enseignants ou à toute personne qui à un moment donné doit devoir évaluer de la performance, doit devoir évaluer des candidats. Grâce à la puissance de l'IA, va vous aider dans la conception de vos sujets d'évaluation, notamment dans la conception des quiz d'évaluation. N'hésitez pas à aller tester, je vous promets, vous ne serez pas déçus. Alors, on va commencer à parler d'autres. Là, je vais vous faire un petit résumé. C'est vraiment un résumé rapide, en fait. Donc, l'auteur, Malcolm Gladwell, c'est un essayiste, quoi. Donc, c'est un écrivain, il est canadien et tout. Je crois qu'il a travaillé aussi pour un journal. Et il est aussi en même temps un psychologue, en fait. Donc, il a mené une enquête. Pour lui, il est parti de l'idée que, en gros, le succès, que l'acquis est supérieur à l'inné. Donc, que le succès, qu'on ne naît pas un génie, en fait. Pour lui, il y a des facteurs qui font que des personnes ont réalisé des choses exceptionnelles et que ces facteurs-là, c'était souvent forcément lié à l'entraînement, au contexte dans lequel vous êtes baigné, en fait. Voilà. Ce qui n'est pas forcément, je pense que c'est une idée que tout le monde en peut partager. Donc son idée, c'était de dire que Bill Gates, par exemple, c'est pas un génie, les Beatles, par exemple, ne sont pas des génies, c'est parce qu'ils ont vécu dans un écosystème, dans un endroit qui a en fait permis en fait, qu'ils puissent devenir des outliers. Et surtout, le concept phare qu'il met en avant, c'est les 10 000 heures. C'est vraiment la règle des 10 000 heures. Donc, il dit pour devenir un expert, quel que soit le domaine. Donc, si vous voulez par exemple devenir un expert du golf, si vous pratiquez 10 000 heures dans le golf, vous allez devenir un expert. Si vous voulez devenir un expert dans la natation, vous pratiquez 10 000 heures, vous allez devenir un expert de natation. Et quand il dit expert, c'est vraiment, c'est pas la maîtrise, c'est vraiment être un outlier, vraiment
dans le top 1% de ce domaine-là, en fait. Voilà. Et aussi, il prend des exemples concrets dans le livre, quoi. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de Bill Gates. Donc, par exemple, Bill Gates, il dit que Bill Gates, par exemple, lui, il a baigné très tôt dans un écosystème, en fait, plutôt favorable, plutôt aisé, avec des parents qui étaient riches. Et surtout, à cette époque-là, dans les années 70, combien de personnes avaient un ordinateur? Pourtant, Bill Gates, lui, il en avait un ordinateur dès ses 15 ans. Donc, forcément que, vu qu'ils étaient très, très peu à avoir les ordinateurs baigner dans ce monde-là, c'est normal que, entre guillemets, que ce soit lui qui ait réussi à pouvoir créer Microsoft. Voilà, bon, je caricature un peu. Mais c'est un peu ça l'idée du concept. Par exemple, il dit que si Bill Gates avait grandi, l'idée c'est que si Bill Gates avait grandi, par exemple, en Afrique, bah, il n'aurait jamais créé Microsoft, quoi. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Mais sauf qu'il met ça en exergue et du coup, ça permet de se poser aussi de la réflexion, de pouvoir se dire effectivement, oui, l'endroit où on vit, ça a forcément un impact. Il prend aussi l'exemple des Beatles. Il dit que les Beatles, avant d'être connus, célèbres, etc., bah, ils ont passé une bonne partie de leur vie en Allemagne, notamment à Berlin. Ils jouaient dans des petites salles, dans les petits concerts, mais tous les soirs, ils ont fait presque 1200 concerts. Des fois, il y avait même personne. Des fois, il y avait trois quatre gars qui étaient là. Personne ne les connaissait à cette époque-là. Mais ça les a permis, eux, de pouvoir continuer de jouer, jouer. Imaginez, vous jouez, vous faites des concerts. Tous les soirs, vous avez des concerts tout le temps. Qu'il y ait 2 personnes, 4 personnes, 10 personnes, bah, votre groupe s'améliore en fait. Et il dit, les Beatles, c'est que ça. Et au bout de 10 000 heures et tout, voilà, ils ont commencé à se produire du son qui est un peu exceptionnel. C'est là où ils ont explosé. Donc, c'est l'exemple qu'il caricature. Donc, en gros, pour résumer, Gatway dit que, en gros, euh, ce n'est pas le QI en fait. Le QI peut-être ça a de l'importance, mais c'est-à-dire l'inné, mais en fait, en définitive, ce qui va faire la différence et qui va vous rendre exceptionnel, ce qui va faire qu'un footballeur devient professionnel ou un basketteur, c'est parce qu'il aura passé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps à se perfectionner sur un domaine spécifique en fait, à ne faire que ça. Ouais, Mbappé, bah, il est bon au foot, mais je pense qu'il n'est pas bon au tennis, etc. Bon, je prends un exemple, je caricature. Donc le vrai succès pour lui, c'est un mélange de travail acharné, d'opportunités particulières et aussi d'une mentalité spécifique, quoi. Voilà. Je vous recommande vraiment ce livre-là. Donc maintenant qu'on a parlé de ça, je vais vous parler de mes outliers que moi j'ai identifiés dans l'informatique. Voilà. Donc ça va être la partie 2. Donc quand j'ai fini ce livre-là, ok, les 10 000 heures, c'est bon, c'est pratique, etc. Mais je me suis dit, je me suis fait la réflexion, mais en fait, oui, il y a des gens dans l'informatique qui ont fait 10 000 heures, mais ils ne sont pas forcément exceptionnels. Et il y a des gens qui sont très expérimentés, qui sont brillants, d'autres qui sont un peu moins, qui sont aussi des fois plus brillants que ces personnes-là. Donc, qu'est-ce qui faisait la différence, en fait? Alors, je me suis dit, je me suis posé la question, que j'allais un peu me poser la question, faire une rétrospective sur toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, de me rappeler en fait sur ceux qui étaient exceptionnels, qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient vraiment exceptionnels, c'était quoi leur dominateur commun. Je ne veux pas dire que c'est ça, en gros, j'ai peut-être mal formulé, mais en fait moi c'était de me poser parmi toutes les personnes qui m'ont marqué dans mon expérience durant toute ma carrière informatique, qu'est-ce qu'ils avaient de commun, qu'est-ce que sont les particularités que j'avais reconnues, que le pattern que j'ai reconnu en eux en fait. Et l'idée, c'est de vous livrer en fait ces caractéristiques communes là. Voilà, il y en a 10 plutôt 10 11 et tout. Voilà. Donc ça, c'est vous livrer les 10 caractéristiques communes que j'ai identifiées, que toutes les personnes brillantes dans l'informatique, dans mes métiers, dans les boîtes que j'ai côtoyées, partagent. Voilà. Le premier point, ça ne va pas vous surprendre, je pense que ça c'est évident. Le point numéro un, c'est la passion pour l'informatique. Donc vraiment, c'est le point central que j'ai remarqué. Je pense que d'ailleurs, la plupart des gens qui font l'informatique sont assez passionnés, mais vraiment ceux qui étaient assez brillantes, assez exceptionnelles, qui m'ont vraiment marqué, ils ont une passion folle dans l'informatique. L'informatique, ce n'est pas juste du boulot, ce n'est pas juste, comment dire, pour payer les factures, comme on dit vulgairement. Mais en fait, c'est vraiment un terrain de jeu, c'est vraiment une passion, c'est quelque chose qui les habite, quoi. Ils sont habités par ça, ils adorent faire ça. Même si ce n'était pas payé à faire l'informatique, ils feraient de l'informatique. Donc ça, c'était le point numéro un que j'ai identifié, vraiment. Le deuxième point, cette personne exceptionnelle que j'ai remarqué aussi, elles avaient tendance, pas tous, mais la plupart avaient tendance souvent à chercher parfois l'inconfort et toujours être dans l'expérimentation. C'est des personnes, en fait, qui vont toujours euh, aller sortir de leur zone de confort en fait. Voilà, ils vont aller essayer de nouvelles choses. Ils vont pas avoir peur de se mettre en difficulté. Ils vont toujours expérimenter de nouvelles choses quoi. Voilà. Donc ça c'était le point 2. Du coup le point 3 qui est aussi une conséquence du point 2, c'est qu'ils ne vont pas du contenter de sa marche. La plupart des personnes, les moyens entre guillemets, je ne dis pas qu'ils sont mauvaises, mais la plupart des personnes en général,
Par exemple, dans le monde, notamment dans le monde de la production, quand ça marchait, on touche pas. Voilà, quand ça marche, on touche pas. Mais moi, les personnes exceptionnelles que j'ai, avec qui j'ai travaillé, qui m'ont vraiment marqué, qui étaient au-dessus des autres, elles n'hésitaient pas à aller en profondeur des choses et parfois aller remettre en question ce qui marchait déjà. Et très souvent, les autres se demandaient, mais pourquoi il veut changer ça alors que tout marche bien, etc. Voilà. Donc, c'est parce qu'ils sont passionnés, parce que des fois, ils sont aussi sont convaincus, donc ils ne se contentent pas de ça marche. Et je pense que c'est lié au point un, c'est qu'à la passion. Vu que quand vous êtes passionné, vous lisez beaucoup de choses, vous avez toujours envie d'expérimenter, vous pensez toujours qu'on peut améliorer. Donc, ils sont toujours dans cette logique-là. Et ils n'hésitent pas même à déconstruire ce qu'ils ont fait. Ouais, les trucs qu'ils ont fait, peut-être, j'ai travaillé avec un collègue qui était vraiment exceptionnel. Il avait tout le temps des nouvelles choses, quoi. Donc, il proposait un truc de 6 mois. 6 mois après, la fin de mai, il dit, bah, je pense que c'est déjà c'est obsolète, il faut qu'on rechange tout. Et à chaque fois, on disait, mais ça marche bien déjà, pourquoi tu veux refaire ça? Mais voilà, c'est quelqu'un, mais par contre, ce personnel, il était vraiment exceptionnel dans ce qu'il faisait. Et je pense que c'est un trait de caractère que j'ai remarqué, en fait, c'est les personnes qui, dans l'informatique, hein, c'est qu'elles ne se contentaient pas de ça, du ça marche. Ça, c'était le point 3. Le point 4 qui est aussi pareil, qui est toujours lié au point 2 au point 3, c'est qu'elle n'avait pas peur d'aller casser ce qui marchait. Donc, vous allez avoir un système qui marche bien. Je vous prends par exemple, vous avez travaillé sur une infra qui est stable, qui marche bien, qui est monitorée, tout marche bien. Mais en fait, eux, ils n'avaient pas peur la veille, par exemple, des soldes, quand je travaillais dans l'e-commerce, d'aller dire on va changer ça. On va changer, je sais pas, une règle du Powerfall, on va racheter un nouveau component. Par exemple, le achat proxy, là, il ne sert à rien, on peut le virer. Ces personnes-là, ils n'avaient pas peur, par exemple, dans les périodes critiques, par exemple les périodes, notamment les frozen zones, d'aller modifier des choses en fait. Et ça m'a vraiment aussi marqué. Donc c'est que ces personnes-là, ça peut marcher, mais il n'y a pas de problème, on peut aller casser, on peut le modifier, on peut l'améliorer, quelle que soit la période en fait. Elles ne se mettaient pas de barrières, etc. Ou bien, par exemple, dire on ne déploie pas le vendredi. Ça, la plupart des personnes avec qui je travaillais qui étaient vraiment exceptionnelles. Bah, pour elles, cette règle-là, c'est stupide en fait. Ils vont te dire, moi j'ai eu un collègue qui m'a dit ça, c'était stupide. Si jamais un truc qui est important qu'on peut mettre en ligne, pourquoi attendre le week-end et tout le temps on le fait. Donc, d'autres vont dire que c'est parfois un peu des kamikazes. Oui, je ne dis pas que ça marchait toujours des fois et pouvait proposer des choses et ça plantait, ça se cassait. Mais c'est une philosophie que tu retrouves quand même sur ces personnes-là. Ça, c'était le point 4. Le point 5, c'est que ces personnes-là aussi, la plupart du temps, quand toi tu vas faire, il y a un problème, la documentation, la recherche qu'elles faisaient, c'était toujours et systématiquement en anglais. C'est un point aussi que j'ai remarqué, c'est pas tous, hein, je vous dis tout ça, c'est peut-être qu'il y a 80% qui faisaient ça, etc. Mais c'est quelque chose qui m'a aussi marqué chez les personnes qui étaient par exemple assez brillantes, c'est que régulièrement, elles n'allaient pas chercher dans les documentations en français, quoi, non. Ils veulent lire une documentation, ils veulent comprendre un produit, et faisaient la recherche toujours en anglais. Toujours en anglais. Donc ça implique quand même que euh, il y a l'effort d'aller apprendre en anglais, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Voilà, aujourd'hui c'est peut-être un peu plus naturel pour les jeunes, mais à une certaine époque c'était pas forcément le cas. Donc la recherche en anglais, ça c'était le point 5. Le point numéro 6, c'est la partie indifférence face à l'argent, face au matériel, face à l'apparence. Là un peu on sort du cadre purement technique. Là c'est plus la personnalité humaine. Mais humainement, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. C'est des personnes qui s'en foutaient de leur apparence en fait, des personnes qui sont brillantes en informatique que j'ai travaillé, leur apparence s'en foutait carrément. Vous allez le voir souvent très s'en foutaient d'être propre sur elles, d'avoir des jolis t-shirts, des jolis vêtements, etc. Donc, et surtout l'argent, c'est quelque chose que s'en foutaient en fait. D'habitude d'ailleurs, ils étaient parfois sous-payés ou payés en dessous du marché, mais c'était pas un problème en fait. Donc c'est vraiment une philosophie, ces personnes-là, voilà. Ne mettent pas l'argent ou le matériel au centre, et leur apparence ou bien ce que les gens peuvent en penser d'eux, en fait, ça n'a pas trop d'importance, en fait. Voilà. C'est quelque chose que j'ai aussi remarqué, c'est un dénominateur commun. Le point numéro 7 c'était la bienveillance et l'entraide. Donc les personnes vraiment exceptionnelles, voilà, ils ont cette partie-là, bienveillance que j'ai remarqué aussi, c'était que n'hésitez pas, quand il y a un problème, à aller aider leurs collègues de manière systématique. Vous n'avez même pas besoin de leur demander. Dès qu'elles sentent que vous êtes un peu en difficulté, on va venir vous voir. Ah, on peut regarder ça, quelle que soit la charge. Et ça aussi, quelque chose qui m'a marqué, le fait d'être bienveillant et d'avoir un esprit d'entraide, de pouvoir toujours aider les autres. Voilà. Ça m'a vraiment marqué. Notamment, je vais citer son prénom, notamment chez Rémi. Je travaille avec un collègue qui s'appelait Rémi. Et il avait
cette idée de toujours aider les autres, en fait. Toujours aider les autres. Quand il y avait un problème, il était toujours là et tout. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué aussi. Je le retrouve aussi chez plusieurs autres personnes, hein, brillantes et tout. Mais Rémi, c'est vraiment. Quand j'ai pensé à ce thème-là, j'ai pensé réellement directement à lui, à cette partie-là. Cette partie bienveillance, on va toujours aider, on va toujours faire ça. Voilà. Il y a la partie. Le huitième point, c'est l'optimisme. Je vous ai dit, ces personnes-là, elles s'en foutent de faire une mise en prod en frozen zone ou bien un vendredi soir parce qu'elles ont une certaine confiance en elles. Elles sont toujours optimistes. Optimistes, c'est-à-dire quand il y a un sujet qui va arriver, il n'y aura pas forcément du stress, ça sera toujours de l'enthousiasme. Toujours enthousiasmées par les nouveaux changements, par les nouveaux projets qui arrivent, etc. Du coup, comme elles sont enthousiastes, elles sont toujours positives, elles pensent qu'elles vont toujours arriver au bout d'un projet, que techniquement, rien n'est impossible en fait. Et c'est quelque chose aussi qui me marque aussi chez ces personnes-là, cet optimisme-là, le fait d'être optimiste, le fait de pouvoir se dire que bah, voilà, on peut mettre à jour à n'importe quel moment, etc. Alors, on arrive au point numéro 9. C'est aussi une caractéristique que j'ai remarqué, c'est ces personnes-là, souvent, elles avaient un diplôme, elles étaient souvent ingénieurs. Je ne suis pas en train de dire que c'était le cas, donc je vous dis, c'est les critères que j'ai analysés. J'ai analysé que la plupart, quand même, c'était des ingénieurs. Les personnes vraiment brillantes que j'ai eues, c'est qu'elles avaient vraiment un diplôme d'ingénieur, elles n'avaient pas un BTS, elles n'avaient pas un master, c'était vraiment des ingénieurs qui avaient souvent fait des classes préparatoires. Je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais forcément, donc ce qui fait que il y avait quand même une partie de réflexion qu'elles avaient, etc. Donc, c'était souvent des ingénieurs en fait. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas aussi des masters ou bien des BTS qui n'étaient pas exceptionnels. Il y en a forcément aussi. Ça, je l'ai mis en numéro 9. C'est un critère aussi qui revenait. Donc, par exemple, sur les 10 personnes exceptionnelles que je connais dans l'informatique, bah, 8, ce sont vraiment des ingénieurs en fait, qui ont fait des classes préparatoires, etc. Ça, c'est le point le numéro 9. C'est issu des écoles d'ingénieurs souvent, ces personnes-là. Le numéro 10, le dernier point, après il y aura un 11e que je vais rajouter. Le numéro 10, c'est que ces personnes aussi, exceptionnelles, elles se mêlaient pas trop de la politique des entreprises. C'était pas du genre c'est pas les genres de personnes à aller gaspiller leur énergie, à aller faire plaisir au chef, à essayer de bien se voir, comment dire, à aller dans les guerres intestines, à parler d'un collègue qui fait ça, etc. Non, non. Ça, c'est aussi un dénominateur commun que j'ai remarqué ces personnes-là, c'est qu'elles sont complètement déconnectées du jeu politique ou du jeu de carrière dans l'entreprise, en fait. Et parfois, c'est les desserts. Je ne dis pas que tout ça, c'est des. D'ailleurs, tous les points que j'ai notés là, ça a forcément les avantages et les inconvénients. Mais c'est les caractéristiques premières que j'ai identifiées chez les personnes exceptionnelles. Parce que le fait de se déconnecter du jeu politique, c'est un inconvénient parce que du coup, elles sont souvent sous-payées. Elles se retrouvaient souvent parfois en bas de l'échelle avec des perspectives de progression qui étaient parfois limitées. Ouais, le fait d'être bienveillant et d'avoir un esprit d'entraide, ça peut être des fois mal vu parce qu'il y a des collègues qui viennent toujours vers vous, vous demander, et du coup, vous prenez toute la misère technique de l'entreprise. Ça peut être ça aussi, ça peut être un inconvénient. Il y a aussi le fait de ne pas se contenter de quand ça marche et que potentiellement, vous pouvez générer des gros incidents en production, etc. Et du coup, ça a des impacts pour l'entreprise. Le fait d'être indifférent face à l'argent, au matériel et à l'apparence, ben en fait, vous pouvez vous faire exploiter parce qu'il y a un manager qui a vu que toi, tout ce qui intéresse, c'est la technique, donc tu t'en fous de ta carrière, ben, il en profite de ça, il te fait bosser à telle heure, etc., etc. Donc, tout ce que je vous dis là, ce n'est pas forcément des avantages, c'est même certains des gros inconvénients, mais c'est comme ça que c'est comme ça que ces personnes-là sont en fait. Voilà. Et le point bonus, c'est que ces personnes aussi, en général, c'est des fans de jeux vidéo. C'est des gros gamers, des grosses personnes qui aiment beaucoup jouer aux jeux vidéo, etc. Ça peut être des échecs, ça peut être des jeux d'arcade classiques, la PS, etc. Il y a cette caractéristique-là du joueur de jeux vidéo, addict aux jeux vidéo aussi. Voilà. Donc voilà entre guillemets, les 10 points que j'ai remarqués sur les personnes qui brillent dans l'informatique. Les outliers de l'informatique, au bout de mes 15 ans d'expérience, j'ai remarqué qu'elles partageaient en fait. Là, je vous ai listé 10, vous allez voir qu'elles en ont peut-être 6, 7. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez remarqué aussi que les personnes exceptionnelles dans votre domaine, dans votre entreprise, partageaient ces points-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc, c'est terminé pour cette vidéo-là. Je suis un peu sorti de ma zone de confort. D'ailleurs, vous avez dit que dans la saison 2, il y aura un peu plus de vidéos où je parlerai d'autres choses que du code pur ou de Kubernetes, etc. Donc ça, c'était la première vidéo dans ce sens-là.
Donc je vous remercie vraiment pour votre abonnement. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, parce que j'ai regardé les stats, 70% des personnes qui regardent la vidéo ne sont pas abonnées. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit like ou à partager. Comme ça, d'autres personnes pourront tomber sur la chaîne. Ça pourrait aider d'autres personnes, quoi. Voilà. Donc je vous dis à très vite. Et d'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année, donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Et il y a un code promo qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.